Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. Nouvel invité, Marie-Jo Patrick Mboyo. Vous êtes juriste, vous enseignez le droit constitutionnel et les relations internationales à l'université d'Evry en France. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de nous avoir rejoints. Que pensent les Congolais de leur nouveau président et quelles sont leurs attentes véritables vis-à-vis de celui qui a été investi ce 24 janvier 2019. Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. On les écoute, on en parle après. Bon, à mon avis, la première chose qui me préoccupe personnellement, je voudrais me rendre compte que nous avons un président qui est libre de prendre des décisions salvatrices pour le pays. Un président qui doit être libre de définir sa diplomatie, de définir sa politique, de définir sa vision. Un président qui doit être libre de mettre en pratique son projet de société s'il en a. Les Congolais veulent deux choses, la paix et le pain. La paix, c'est-à-dire, c'est la condition sine qua non qui permettra à la population de pouvoir travailler pour recréer son bonheur par le pain. Mais au-dessus de cela, viendra alors à penser au progrès. Alors, au-delà de tout ce que nous avions dit là, c'est-à-dire la paix, le pain, pour penser au progrès, la population voudrait un sursaut national. Un peu comme du temps du Zaïre du président Mobutu, où on voyait la grandeur et du pays et du peuple. C'est-à-dire que les enfants aillent à l'école, que celui qui a un problème de santé ait soin et accès aux soins de qualité, et puis que celui qui travaille ait un salaire décemment et régulièrement payé. Il doit d'abord penser aux souffrances du peuple congolais. Qui dit souffrance, je pense plus à la vie sociale du peuple congolais, d'une manière générale. Je conseillerais à notre président élu de pouvoir tenir cette langage-là qu'il nous avait promis autant d'années. Parce qu'on ne peut jamais attendre à une évolution d'un pays s'il n'y a pas un état de droit. Nous avons, nous les jeunes, besoin de travail. Nous voulons aussi vivre le bonheur et arrêter de pleurnicher. On en a assez, nous avons assez souffert. Son avènement est comme une nouvelle année que nous commençons. Nous devons aussi vivre des choses nouvelles. Nous avons placé notre espoir sur vous. Il ne faut pas nous décevoir, surtout nous les jeunes. Les Congolais veulent le pain et la paix, dit l'un des intervenants de l'élément qui vient de passer. Mais avant d'en parler, Patrick Mboyo, il y avait une sorte de malentendu dans la deuxième partie de notre émission autour de la question d'où doit provenir le Premier ministre. On sait que la constitution de votre pays, il y a Alessandre qui disait que selon la constitution, le Premier ministre doit venir du parti majoritaire, alors que d'autres soutiennent que le Premier ministre vient tout simplement de la majorité parlementaire. Vous êtes juriste constitutionnaliste dessus quoi? Fixez-nous très rapidement avant qu'on ne continue. D'où vient le Premier ministre? Le Premier ministre, d'après ce que dit la Constitution, vient du parti majoritaire. Simplement, il faut savoir que le parti majoritaire, c'est le parti politique enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur dont les candidats constituent la majorité. Or, depuis que la Constitution de 2003 a été votée, et depuis 2006, il n'y a aucun parti politique qui n'a pu obtenir à ce jour la majorité parlementaire. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, les partis politiques n'ayant pas la majorité pour pouvoir former au niveau du Parlement, ils se retrouvent en regroupement politique. Et ces regroupements politiques peuvent permettre à ce que... Ça, c'est l'interprétation que je donne. Avant l'élection ou après l'élection? Je dis après l'élection. Ce regroupement politique peut permettre à ce qu'on puisse avoir un Premier ministre. Mais simplement, la Constitution n'oblige pas le parti majoritaire de faire sortir le Premier ministre. Il faut savoir ce qui relève de la prérogative, distinguer ce qui relève de la prérogative de ce qui relève de l'obligation. La Constitution dit que le Premier ministre est désigné du parti qui est majoritaire. Simplement, en cas de coalition gouvernementale, le président de la République peut choisir un Premier ministre
ou personne qui devient Premier ministre, qui sort du bord, c'est-à-dire le parti majoritaire du Parlement. Laissez-moi terminer parce que c'est une question technique que vous posez. Oui, c'est une question très technique. Voilà. C'est pour ça que je propose. C'est pas une réponse politique. Non, c'est pour ça que je propose qu'on soit plus concret. Avant que je corrige. Non. J'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez corriger précisément? C'est vraiment une correction. Excusez-moi, autour de Vous voulez corriger quoi? Je corrige. La Constitution dit ceci. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, pas du parti majoritaire. Je corrige, simplement. D'accord. De la majorité parlementaire, cela signifie quoi? On va aux élections. S'il y a un parti politique qui a la majorité, eh bien c'est bon, mais au cas où il n'y a pas et qu'il y a plusieurs partis politiques qui forment une majorité, il y a un informateur qui constate que voilà, A plus B plus C ont décidé d'être ensemble pour gouverner. Et ça devient la majorité, ça devient une majorité parlementaire. Cette précision étant... D'accord. Cette précision étant... pas un parti majoritaire. Monsieur Mboyo, oui. Et on dit la majorité parlementaire, c'est-à-dire... Ça peut ne pas être un parti, ça peut être une coalition, un ensemble de partis. Il a dit justement... Alors, dans la configuration actuelle, monsieur Mboyo, est-il possible que le président Félix Tshisekedi désigne un Premier ministre qui ne soit pas du FCC? C'est possible, mais permettez-moi juste de préciser quelque chose. En tant qu'enseignant à l'université, je ne vois personne sur ce plateau m'apporter une correction. Je corrige des copies des étudiants. Je corrige des copies des étudiants en France. Et je crois que je mérite un respect. Je maîtrise la Constitution. Bonne parenthèse, je pense que... S'il vous plaît, monsieur Libota, vous n'avez pas encore la parole. S'il vous plaît. Je pense que... Non, s'il vous plaît. J'ai étudié à Kinshasa et je maîtrise cette Constitution. S'il vous plaît, monsieur Kalombo, vous n'avez plus la parole. Allez-y. Bon, je pense que la courtoisie n'est pas l'apanage de tout le monde. Je comprends cela, mais simplement, il faut comprendre une chose. Ce que je suis en train d'expliquer. Il n'y a aucun parti, aucun candidat aujourd'hui, ou aucun député dans le Parlement, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale de la RDC, pour être précise, qui a été élu avec la bannière FCC. La bannière FCC n'existait sur aucun logo des listes électorales. Il faut être précis sur ce point. Il se trouve qu'aujourd'hui, que c'est le FCC, ce bord politique qui se retrouve majoritaire. D'accord ? Selon l'interprétation stricto sensu de la Constitution, il se trouve que le président de la République nomme d'abord un informateur. Et la désignation de l'informateur n'est pas conditionnée à ce qu'il y ait un parti qui ait été majoritaire ou un regroupement politique. Que fait l'informateur? L'informateur, son rôle, c'est justement d'identifier la majorité parlementaire. Pas le parti majoritaire. C'est pas que la majorité parlementaire intervient. Donc il va constater que le FCC est majoritaire. C'est cet informateur qui va constater. Et c'est un travail un petit peu formel, puisque déjà à partir des résultats des élections, on peut savoir quel est le regroupement ou le parti politique qui arrive majoritaire. Mais simplement, c'est une prérogative constitutionnelle pour dire que c'est le président qui nomme le Premier ministre. L'hypothèse la plus probable, c'est... L'hypothèse la plus probable aujourd'hui dans la configuration actuelle, c'est que Félix Tshisekedi nommera une personne qui est du bord politique du FCC. Parce que cette personne qui est désignée Premier ministre doit recevoir la confiance de l'Assemblée nationale. Je précise, de l'Assemblée nationale. Et la confiance de l'Assemblée nationale doit être accordée par un vote favorable de la majorité des parlementaires. Or, qui a la majorité parlementaire aujourd'hui? C'est le FCC. Voilà ma réponse au plan technique et absolument. Et on a compris. Et ça ne mérite pas de correction. La conséquence de cette réponse, c'est que, bon, évidemment, qu'est-ce qu'on a mis du temps? Qu'est-ce qu'on a mis du temps avant de comprendre que le Premier ministre viendra du FCC? Parce que vous vouliez nous expliquer qu'au fond, le FCC n'existe pas, ce sont des partis qui se sont... Mais juridiquement, le FCC n'existe pas. Mais peu importe, le président, voilà la configuration. Le président Félix Tshisekedi, on le sait, va désigner un Premier ministre, probablement, qui sera issu du FCC. Quel peut être, et très rapidement, et là c'est à l'autre juriste, vous êtes tous trois juristes ici, quelle peut être la conséquence politique, finalement, de cette désignation? Il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, le président Félix Tshisekedi, je veux dire. Il désigne un Premier ministre
qui nous l'a dit, le FCC, par rapport à l'UDPS, est dans l'opposition. Donc, il désigne un Premier ministre qui vient donc de l'opposition, pour reprendre ces termes, puisque le FCC, selon lui, est dans l'opposition par rapport au président Félix Tshisekedi. Quelle peut être, sur le plan pratique, sur le plan de la pratique politique, la conséquence de cette nomination à venir? Ça va peut-être venir dans les jours qui viennent. Pour le président Félix Tshisekedi? Non, il n'y a pas de conséquence, puisqu'il sera... Le FCC n'est pas dans l'opposition. Le FCC, dans le constat actuel, est dans la majorité. Et si le président Tshisekedi a deux choix, soit ils font une coalition et qu'il va gérer avec les FCC, dont il aura quelques ministres, et les FCC aussi aura des ministres, mais le Premier ministre il est obligé de le désigner au sein de cette coalition, s'ils le font ensemble. C'est-à-dire que s'ils font une coalition ensemble, IDPS, FCC... Le Premier ministre applique quel programme? Le Premier ministre va amener un programme qu'il va discuter, parce que l'article 91 est clair. C'est le Premier ministre qui présente un programme, mais il discute ce programme, doit les discuter. Donc ce n'est pas le programme sur la base duquel on a élu le président Félix Tshisekedi qui sera appliqué dans cette configuration. Mais non, l'article 91 est tellement clair que c'est le Premier ministre qui détermine en collaboration, et conduit la politique en collaboration avec le président. C'est-à-dire, je donne un exemple, si le président de la République veut qu'on construise par exemple 4 écoles, le Premier ministre arrive avec un programme où il voulait qu'on fasse que 2 écoles. Et le président peut lui dire non, moi je pense qu'il faut 4 écoles. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait en sorte qu'ensemble on puisse le faire. Mais dans d'autres cas aussi, il peut y avoir une cohabitation. C'est-à-dire le président dit je ne veux pas participer dans cette coalition et vous gérez, on évolue pour aborder d'autres aspects de la question. Vos compatriotes que nous avons écoutés tout à l'heure le disent très clairement, il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de services sociaux, notamment de base. Il y a l'un qui a dit les Congolais veulent la paix et le pain. Parlant de paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Aujourd'hui, quelle est la maîtrise que le président Félix Tshisekedi a de l'armée congolaise pour régler les questions d'insécurité? Quand on parle d'insécurité, je ne parle pas que des Congolais de Kinshasa, mais des Congolais de l'arrière-pays, des provinces notamment, qui sont dans une situation sécuritaire difficile. Monsieur Tobé, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président aujourd'hui, n'a pas attendu pour pouvoir déjà afficher sa volonté de mettre fin aux actions dont nos compatriotes sont victimes, surtout à l'est de votre pays. Dès l'entrée de jeu, il s'est entretenu avec le président Paul Kagame du Rwanda pour justement parler de ce problème-là. Qu'est-ce que les populations, surtout de l'Est, veulent? Ils veulent juste la paix. Et cette paix-là, ils l'auront par une coopération mutuelle entre les deux pays. Parce que pourquoi vous parlez du Rwanda? Nous parlons du Rwanda parce que ce n'est pas un secret aujourd'hui que le Congo a été agressé maintes fois par le Rwanda. Et c'est surtout cette partie-là de l'Est du Congo qui est vraiment touchée. Beni, le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui vraiment ont souffert des affres. Ce sont les Rwandais qui commettent des exactions. Ce sont des populations rwandaises ou beaucoup, en fait, parmi ces populations rwandaises, certains se sont regroupés en groupes rebelles et ils ont trouvé refuge, on peut dire, au Congo. Et quand ils sont au Congo, ils choisissent des sites miniers et ils commettent des exactions sur les populations locales. Comment vous savez qu'ils sont rwandais? Mais on le sait que les FDLR sont rwandais. En 1994, quand ils ont traversé la frontière, c'était des groupes rwandais. Patrick Mboyo, constitutionnaliste, êtes-vous, nous l'avons dit, le président Félix Tshisekedi, il a promis combattre l'insécurité. Et justement, à propos de l'insécurité, vous nous donnerez votre avis sur la question. On sait que le régime qui l'a précédé voulait le départ de la MONUSCO, ce que, en tout cas, certains partenaires n'acceptaient pas. Dans quelle optique doit s'inscrire l'action sécuritaire du président Félix Tshisekedi aujourd'hui? Doit-il lui aussi s'inscrire dans cette logique-là que la MONUSCO s'en aille, alors même que l'armée congolaise ne montre pas encore aujourd'hui des signes de capacité de régler la question de sécurité dans votre pays? J'expliquais il y a peu de temps à des étudiants justement la configuration de la situation actuelle avec le départ programmé de la MONUSCO. Nous sommes dans une dynamique, une réponse politique a été apportée le 29 mars dernier par le Conseil de sécurité.
Je parle d'une réponse politique dans le sens où le Conseil de sécurité a accepté de prolonger le mandat de la MONUSCO de 9 mois seulement, contrairement à ce que demandait le secrétaire général des Nations Unies, qu'il soit prolongé de 12 mois, comme ça se faisait d'habitude depuis 2000, lors de la première prolongation. Le secrétaire général avait demandé une réduction du nombre d'effectifs de 2000, qu'on passe de plus de 18 000 membres qu'on a aujourd'hui à moins de 18 000, c'est-à-dire à peu près 16 000. Le Conseil de sécurité a maintenu, plus de 16 000, parce qu'on est déjà passé de 18 000 depuis 2011, qu'on passe de 16 000 à 14 000. Le Conseil de sécurité a maintenu l'effectif actuel. Mais simplement, ils ont dit quelque chose. C'est qu'il faut que le secrétaire général rende un rapport qui présente le retrait stratégique. Le Conseil de sécurité insiste bien sur le retrait stratégique. De la MONUSCO. La MONUSCO. Ça veut dire quoi par retrait stratégique? Ça veut dire simplement qu'il faut un partenariat avec le gouvernement congolais. Parce que la MONUSCO... Il y a des forces qui prennent le relais. Par rapport d'abord à la sécurité. La situation sécuritaire de l'armée, la situation de l'armée congolaise aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, est une situation de déliquescence. Depuis 1996, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé avec la FDL, il a fait partir, il a éliminé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la plupart des officiers qui étaient formés sous l'époque de Mobutu dans les grandes académies militaires au monde. En 1998, il y a eu des mouvements rebelles qui ont été lancés et il fallait brasser l'armée congolaise, en faire un brassage par le programme DDR. On me signale que le temps est... Voilà, donc c'est pour dire que non, au plan sécuritaire, nous ne sommes pas encore prêts parce que nous avons une armée qui est constituée essentiellement d'anciens rebelles ou d'anciens miliciens qui n'ont pas la notion de base de l'armée. Le président a des marges de manœuvre très limitées, d'où un partenariat stratégique avec la MONUSCO pour savoir point par point à quel moment le retrait pourra se faire stratégiquement. Mboyo, vous enseignez le droit constitutionnel et les relations internationales à l'Université d'Evry en France. Merci. Je vous remercie. De nous avoir apporté votre éclairage par rapport à la politique que mène aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Perry Libota, avocat au barreau de Paris, porte-parole en France de l'UNCKH. Merci à vous également. Et Francis Kalombo, très rapidement, alors quelques secondes. Oui. Je regrette que lui qui est le porte-parole n'a pas pu le dire. Félix a commencé d'abord, première action, d'aller voir nos militaires. Et pour sauver, pour sécuriser le Congo, le président Félix a commencé par tout faire pour améliorer les sociales des Congolais au lieu de penser au Rwandais. Il était au Rwanda, il a bien dit que ce n'est pas le Rwanda qui vient sécuriser. Ça, c'est la politique de Félix. D'abord, nous devons compter sur notre armée, notre propre armée, améliorer les sociales de militaires et des policiers pour pouvoir sécuriser les pays. Et c'est à partir de là qu'on pourra être sûr que le Congo sera sécurisé. C'est ce que Félix est en train de faire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la RDC. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. C'est moi. Merci à vous.